vidéo, nous allons parler d'une méthode générale pour établir des équations en logique séquentielle. Alors, nous avons déjà réalisé deux exercices simples de logique séquentielle. Un départ moteur, un sens de marche, et un départ moteur, deux sens de marche, dont je représente ici les équations logiques de l'activation du contacteur, et ici d'un seul des deux contacteurs, puisque en deux sens on a deux contacteurs, mais j'ai représenté une des deux équations. Alors, si on regarde ces deux équations qu'on a établies plus ou moins intuitivement, on va dire, on peut essayer de théoriser tout ça et de remarquer qu'il y a des ressemblances, des points communs entre les deux équations. Alors, les ressemblances, elles se situent d'abord ici en mauve, c'est ce qu'on va appeler la condition d'activation. Donc le BP Start, il permet d'activer le contacteur. Ici, ce BP Start S1, il permet d'activer aussi le contacteur KM1, et il a la particularité de pouvoir éventuellement disparaître. C'est une condition qui peut disparaître, et pour autant, la sortie doit rester activée. C'est pour ça que chaque fois, on va noter ici, plus la sortie elle-même pour réaliser ce qu'on appelle un maintien. Maintien par lui-même, parce que c'est la même notation ici, et là c'est la même mémoire booléenne. Ensuite, on a à droite ce qui concerne la désactivation. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va exprimer, en français d'abord, quelles sont les conditions de désactivation de mon contacteur. Et on va le faire pour le moteur deux sens. Alors, le moteur deux sens, il doit être désactivé si on a appuyé sur le stop, ou bien si l'autre sens de rotation est actif, parce qu'on avait dit qu'on ne peut pas avoir électriquement, on ne peut pas avoir les deux contacteurs enclenchés en même temps, sinon on réalise un court-circuit. Et ensuite, on a une autre condition, c'est d'avoir, qui pourrait désactiver KM1, c'est d'avoir un arrêt d'urgence, d'avoir appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Alors si on regarde ça au niveau électrique et au niveau logique, comme le stop et l'arrêt d'urgence sont des contacts normalement fermés, appuyer sur le stop, ça revient à avoir stop égale 0. Avoir le contacteur enclenché KM2, l'autre sens enclenché, ça revient à avoir KM2 égale 1. Et avoir le bouton d'arrêt d'urgence appuyé, comme c'est un contact normalement fermé, quand vous appuyez, vous ouvrez le contact et il n'y a plus de tension sur l'entrée du microprocesseur, donc c'est avoir AU égale 0. Alors, si on utilise la notation algébrique, on va dire stop égale 0 sur notre stop bar, KM2 égale 1 KM2, et lorsqu'on a égal 0 ici pour l'arrêt d'urgence, on va noter la barre puisque c'est égal à 0. Donc voilà la condition de désactivation. Alors on voit que ça n'est pas encore la même chose que ici. Pourquoi? Parce que pour avoir l'expression qui est ici, il faut inverser ceci. Donc on réfléchit d'abord quelles sont les conditions de désactivation, et puis on inverse. Et regardez ce qui se passe si on inverse l'expression qui est ici. Donc on met une barre sur tout, et on applique le théorème de De Morgan. Donc stop bar devient stop bar bar, c'est-à-dire stop tout seul. Les ou logiques deviennent des et. KM2 devient KM2 bar. AU bar devient AU bar bar, deux fois inversé, donc AU seul. Et là, vous remarquez cette fois-ci que vous obtenez la même expression que là. Donc, il y a moyen de théoriser les choses et de dire que finalement, une équation en logique séquentielle, elle se résume à déterminer les conditions d'activation, ajouter un maintien, déterminer les conditions de désactivation ici, et puis de les inverser. Donc, au début, on a des difficultés à réaliser ce genre d'équation séquentielle. Donc, le mieux, c'est de découper le problème en morceaux, de dire, tiens, voilà, je m'occupe des conditions d'activation, et je m'occupe des conditions de désactivation, et puis je les inverse, et puis je remplace dans ma formule générale. Donc, ma formule générale, elle est celle-ci, une sortie, elle, en logique séquentielle, elle est égale aux conditions d'activation, ou la sortie elle-même pour faire maintien, et conditions de désactivation inverse. Donc, lorsqu'on a des difficultés, comme je viens de le dire, il vaut mieux appliquer une méthodologie, se demander pour chaque sortie, tiens, quelles sont les conditions d'activation,
et ensuite se demander quelles sont les conditions de désactivation, inverser les conditions de désactivation et remplacer les expressions par leur valeur dans l'équation générale qui est ici. Alors on va appliquer ça dans un exemple qui est celui-ci, une sirène d'alarme pour un système d'intrusion, on va dire, de détection d'intrusion. Cette sirène, on va l'appeler ALM, elle est activée lors d'une intrusion. On a deux détecteurs de mouvement qui nous fournissent deux contacts S1 et S2 qui sont câblés en normalement fermé. C'est-à-dire que lorsque vous avez une détection, le contact s'ouvre et vous avez un niveau logique 0 sur votre microprocesseur. Par contre, si vous n'avez pas de détection, l'état normal, sans détection, c'est 1. Bien sûr, il y a une raison de sécurité à cela. Donc, imaginons qu'il y a un sabotage, on coupe le fil du détecteur. À ce moment-là, il n'y aura plus de courant. Vous allez recevoir un 0 logique au niveau de votre microprocesseur. Et en fait, ça équivaut en fait à une détection. Donc, s'il y a un intrus ou bien qu'il coupe le fil, peu importe, ça reviendra pour le microprocesseur. Ça revient à avoir une détection. On a aussi un contact S3 qui permet d'activer ou de désactiver l'alarme. Donc on va dire par exemple qu'on a un système électronique indépendant avec un clavier pour établir un code. Et lorsque l'alarme est activée, ce contact est fermé et fournit un 1 logique à mon microprocesseur. Par contre, quand l'alarme est désactivée, on a un niveau logique 0. Ça aurait été sans doute plus prudent de prendre la logique inverse, pour les mêmes raisons que précédemment, un cas de coupure de fil, mais pour l'exercice, pour avoir différents cas de figure, on a gardé ici cette logique-là, donc alarme désactivée 0, alarme activée, donc possibilité d'enclencher l'alarme si on a un 1 ici au niveau de S3. On a aussi un temporisateur électromécanique qu'on va appeler T1, qui fournit un contact T1, qui permet de limiter l'activation de la sirène à 5 minutes. Donc on n'a pas envie qu'une sirène elle hurle pendant 6 heures d'affilée, donc on va limiter à 5 minutes. Alors de nouveau, on pourrait réaliser des tempos de façon software, c'est même préférable, mais ici, étant donné que c'est un premier exercice de logique séquentielle, on ne va pas gérer de temporisation pour l'instant, donc on va dire qu'on a utilisé un temporisateur électromécanique qui nous met à disposition un contact T1 qui sera à 1 quand la sirène est activée depuis 5 minutes. Donc voilà notre matériel de base. On a une sortie ALM, on a 4 entrées S1, S2, S3 et T1. Alors je vous invite à essayer de réaliser l'équation de la sortie ALM en découpant le problème, en vous demandant quelles sont les conditions d'activation, en écrivant leur équation logique, puis en vous demandant quelles sont les conditions de désactivation, en écrivant leur équation logique et en inversant. Et puis, ça vous permettra d'écrire l'équation logique totale. Donc, je vous invite à mettre sur pause et ensuite de vérifier par la correction qui va suivre. Alors, la condition d'activation. Si on relie le cahier de charge, la sirène doit s'activer si on a une détection, peu importe, sur le détecteur de mouvement S1, on va dire, ou S2. Donc, comme ce sont des normalement fermés, une détection, c'est un niveau logique 0. Donc, si j'écris l'expression logique, c'est avoir S1 à 0, ou bien avoir S2 à 0, parce que 0 correspond à une détection de mouvement devant le capteur. Alors, on sait que S1 égale à 0, ça se note S1 bar, S2 égale 0, S2 bar, donc on a l'expression logique qui est celle-ci. Alors là on a 3 portes logiques, on va dire, 2 inversions, 1 OU. On peut appliquer De Morgan et avoir la porte NAND, la porte non et qui remplace celle-ci. Alors suivant le matériel que vous utilisez, soit vous avez la porte NAND et vous pouvez utiliser ça, ou bien alors vous ne l'avez pas, si vous avez votre logique est en schéma électrique ou bien en schéma contact ladder, à ce moment-là vous devez utiliser cette version-là. Donc voilà pour la condition d'activation de la sirène. Si on réfléchit maintenant à quelles sont les conditions de désactivation, eh bien l'alarme elle doit être désactivée si le clavier codeur par exemple a donné un ordre de désactivation, donc que S3 est à 0. Et l'autre condition, où la sirène a déjà hurlé depuis 5 minutes, donc à ce moment-là T1 est égal à 1. Donc on a deux conditions de désactivation, soit S3 est à 0, ou bien T1 est égal à 1.
ce qui se note S3 bar, puisque c'est égal à 0, ou T1. Alors ça, il faut bien sûr l'inverser pour pouvoir finaliser notre équation logique. Donc on va inverser cette expression-là. On va appliquer le théorème de De Morgan. Donc on va avoir S3 deux fois inversé, donc il n'y a plus d'inversion. Le OU devient E logique, T1 devient T1 bar. À ce moment-là, on a terminé. Il suffit de remplacer cette expression-là ici. Cette expression-ci, la remplacer ici. Et on a l'équation logique finale de l'alarme. À partir de là, je dirais que la réflexion de logique, elle est terminée. On n'a plus qu'à implémenter ça dans un langage spécifique. Ici, on va le faire sur un automate Alan Bradley, aussi bien en schéma à contact qu'en schéma en bloc logique. Et ensuite, on le fera sur Arduino. Bien sûr, il faut mémoriser cette équation logique. Alors, commençons par l'automate programmable. On a défini donc dans notre automate Alan Bradley une sortie binaire qu'on va appeler alarme et 4 entrées, S1, S2, les deux détecteurs de mouvement, S3 qui est le contact qui nous indique que l'alarme est bien activée, et T1 qui est le temporisateur, le contact du temporisateur, qui sera à 1 quand les 5 minutes sont écoulées. Alors au niveau bloc logique, voici ce que ça donne. Il suffit d'aller revoir l'équation, se dire qu'on doit faire S1 fois S2 inversé, donc S1 et S2 inversé, donc voilà cette partie-là. Ensuite, on doit faire OU ALM, donc OU la sortie elle-même, donc OU alarme, ou alarme qui est la sortie finale. Ensuite, on doit calculer S3 et T1 bar. S3 et T1 bar, donc S3 et non T1. Donc ici vous avez S3 et non T1. Et puis on doit faire un E logique, le E qui est ici, entre le premier membre ici et ce membre-ci. Et donc voilà ce que ça donne. Le premier membre est ici, le deuxième est ici. On en fait un E logique et on a la sortie. Donc voilà programmé sous forme de bloc logique l'équation de la sortie alarme. On peut le faire aussi en ladder. Je rappelle ici que on l'a programmé deux fois. Bien sûr, il faut choisir. Normalement, ça ne sert à rien d'écrire deux fois les équations logiques. Donc, mais on va montrer comment on le programmerait en schéma à contact. Donc, on se rappelle que la condition d'activation, S1 et S2 bar, ne peut pas s'écrire en schéma contact. Donc, on va devoir utiliser cette notation-là. S1 bar ou S2 bar. Alors vous le trouvez ici, S1 inversé, contact inversé, ou, donc en parallèle, S2 bar, ou le maintien, donc, où le maintien est ici, puis vous avez et S3 et T1 bar, donc et S3 en série, et T1 bar, donc contact inversé en série, égale la sortie alarme. Voilà en schéma contact ce qui est réglé. On va simuler le fonctionnement. Alors, on va charger le programme dans l'automate. C'est un automate de simulation ici. Il faut toujours un certain temps pour que ça charge. Alors, il y a différents programmeurs et chacun a ses préférences. Donc on voit qu'on peut écrire ça aussi bien en bloc logique qu'en ladder. Il y a aussi une formulation texte du code. Et chacun a ses préférences, et je dirais qu'il n'y a pas vraiment une meilleure méthode que l'autre. Donc pour ma part, je préfère le schéma à contact parce que pour moi il est plus visuel. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est simplement un choix personnel. Alors ici la simulation ne fonctionne pas, donc il faut vérifier certaines choses. Alors ici, on va mettre l'automate en run bien sûr, mettre l'automate sous tension, en mode remote
Remote Programme, de nouveau charger notre programme. Et attendre que la simulation soit active. Il faut bien sûr passer l'automate en run pour que les instructions soient exécutées. Alors, pour avoir le contrôle sur les entrées, il faut passer en lock ici, pour pouvoir les passer à 1 ou à 0 comme on veut. Donc ici, vous remarquez que pour l'instant, l'alarme n'est pas activée et on n'a aucune entrée qui est activée. Donc on va partir d'une situation normale où on n'a pas de détection dans la maison, donc S1, comme ce sont des contacts normalement fermés, S1 et S2, les deux détecteurs de mouvement doivent être à 1. S3, c'est l'activation et désactivation de l'alarme. Donc pour l'instant, l'alarme, elle est désactivée, on va l'activer. Et ici, la sirène n'a pas encore hurlé, donc on va dire que le T1 ici est à 0, et la sirène n'hurle pas depuis 5 minutes. Donc vous remarquez qu'ici, l'alarme est à 0. Alors visuellement, ça se voit, hein. C'est parce que vous n'avez pas, ici c'est passant, mais ici ce n'est pas en rouge, donc ça veut dire que pour l'instant l'alarme est bloquée à cause de ces deux conditions-là. C'est pour ça que je disais que je préfère le schéma contact, parce que pour moi c'est plus visuel. On voit bien quelle est la condition qui manque pour activer l'alarme. Donc on voit qu'en fait, ce qui manque, c'est d'avoir une détection d'intrusion sur un des deux détecteurs. Donc je vais simuler un mouvement devant le détecteur, donc devant S2, il y a un mouvement, donc le contact passe à 0. Vous voyez que maintenant, l'alarme est activée, hein. L'alarme hurle, et ce qui se passe, c'est que vous pouvez même enlever votre détection, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne devant le détecteur, et pourtant l'alarme reste active. C'est bien ce qu'on veut, et ce qui permet cela, donc vous voyez qu'ici il n'y a pas de passage. Par contre vous voyez que le maintien, ça c'est vraiment visuel ici, le maintien se fait via alarme ici qui était déjà 1, donc qui le maintient sa sortie. Alors on voit que visuellement ce qui peut couper l'alarme, c'est soit avoir une désactivation de l'alarme ici, ou bien avoir la temporisation qui a terminé. Donc comme je disais, le but ici n'est pas d'utiliser déjà les temporisations, on pourrait le faire par la suite, mais pour l'instant, moi manuellement, je vais devoir activer le contact du temporisateur. Donc par exemple, je vais dire que la sirène a fonctionné depuis 5 minutes, donc je vais activer mon T1 ici, et vous voyez que la sirène maintenant est désactivée. Oh, bien sûr, on pourrait faire la même chose pour l'autre détection, mais on voit que ici on a testé une partie. Bien sûr, il faut encore tester, c'est S3. Donc je vais repasser ici T1 à 0. Mon alarme est désactivée. Je passe devant le détecteur, mon alarme s'active. Je ne suis plus devant le détecteur, l'alarme reste activée. Ici, mon alarme est active. Et donc je vais utiliser mon clavier codeur pour entrer mon code et désactiver l'alarme. Et là vous voyez qu'elle a disparu ici. Donc on constate bien que ce contact là vient bloquer la sortie. Vous auriez les mêmes constats ici, en suivant les lignes qui sont rouges. Les lignes rouges sont à l'état 1 logique. Donc voilà la fonctionnalité réalisée au niveau d'un automate programmable Allen Bradley. On va maintenant regarder ce que ça donne si on veut le réaliser avec un Arduino. Alors, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui vont être communes, c'est-à-dire qu'on déclare les pins où vont être câblés nos 4 contacts. Donc on a S1 et S2 qui sont normalement fermés. Donc je vous rappelle, si vous n'avez que des switches normalement ouverts, il faut les câbler en pull up, de façon à avoir un 1 logique quand vous n'appuyez pas sur votre switch. Et donc de simuler en fait un contact normalement fermé. Vous avez votre pin d'activation qui est ici 32 S3, une simulation du contact du temporisateur ici sur 33, et notre sortie alarme qui va être câblée, notre LED qui va représenter l'alarme sur le pin 22. On déclare 4 variables internes booléennes qui représentent les entrées et
une variable booléenne qui représente la sirène qu'on va appeler alarme. Une ligne de debug en string pour permettre de voir les états logiques des entrées et des sorties, de pouvoir faire un test uniquement en software, indépendamment de la partie électrique, on va dire, de voir si la partie software fonctionne. On déclare comme d'habitude les entrées en mode input, la sortie en mode output. On initie le port série. Alors, on lit l'état à chaque fois. Dans le loop ici, on va commencer par lire l'état électrique des entrées et on va les stocker dans ce qu'on appelle la mémoire image des entrées. Donc c'est S1, S2, S3, T1 qui sont des variables booléennes internes au programme. Et puis enfin, finalement, la seule chose qui change quelque part d'un projet à un autre, c'est l'équation logique. Le reste, peut-être les numéros d'entrée changent, les noms des variables changent, mais au final, réellement, la seule chose qui change, ce sont les équations logiques qui sont ici. Donc, si on regarde notre équation logique de tout à l'heure, on avait S1 et S2 bar, donc le NAND ici, la porte NAND qui est ici, le maintien ici ou alarme, et S3 et T1 bar, donc et point d'exclamation T1. Et donc voici notre équation logique de l'alarme. On peut afficher une ligne de debug en affichant l'état des entrées S1, S2, S3, T1 et aussi l'état calculé de l'alarme. Et on finit par écrire sur le pin de sortie l'état logique de l'alarme, donc affecter l'état électrique également. Donc voilà comment programmer dans différents langage, une équation logique, mais vous voyez que une fois que l'équation logique est réalisée, ça n'est plus un problème de passer d'un matériel à un autre.